Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, venu vous parler de The Crow, le remake tant redouté du film d'Alex Proyas / nouvelle adaptation du comics de James O'Barr, et accrochez-vous. Tu n'imagines pas l'enfer qui t'attend. Bien au contraire. Si vous avez regardé notre vidéo sur Dark City, vous savez que j'aime beaucoup la première partie de carrière d'Alex Proyas. Oui, seulement la première partie. Et que je considère The Crow, son premier film, comme un chef-d'œuvre, qui d'ailleurs a probablement influencé pas mal de films tirés de comic books aujourd'hui. Toutefois, je ne suis pas de ceux qui pratiquent la religion de la nostalgie, l'absolutisme du cinéma original ou l'asservissement culturel. Je pense qu'aucune œuvre n'est intouchable, et ce pour une simple et bonne raison, c'est que qu'importe les suites, préquels, spin-off et compagnie, qu'importe qu'elle raconte, un film ne sera jamais vraiment supprimé de ma mémoire, et le spectateur étant une entité intelligente a priori, il a le choix et le droit d'ignorer ce qui ne lui plaît pas. Si vous n'aimez pas Prometheus, vous pouvez encore revoir Alien sans savoir d'où vient le space jockey, etc. etc. C'est encore plus vrai pour les remakes, et d'ailleurs, beaucoup de remakes sont par la force des choses tombés dans l'oubli, alors que les films originaux sont restés célèbres. Et oui, les mauvais remakes, c'est un peu comme Freddy Krueger, si une majorité de spectateurs choisissent de les ignorer, ils cessent de faire du mal. Ceci étant dit, c'est du côté des studios parfois qu'on se demande pourquoi s'obstiner. Et alors, les amis, le cas de The Crow est un cas d'école. Une fois de plus, je vais donner un peu de contexte avant de donner mon avis, même s'il va transparaître tout au long de cette petite vidéo. Et de toute manière, quand je tourne là, l'embargo n'est pas encore sauté, donc je sais pas ce qu'en pensent mes collègues d'autres médias, mais je les vois mal porter au nu cette chose qui cumule à peu près tout ce qu'on pouvait craindre d'un remake de The Crow. Non, plutôt que de me demander pourquoi c'est artistiquement raté, pour ça il y a notre critique aussi, je vais essayer de comprendre pourquoi c'était voué à échouer, et surtout pourquoi il a été fait pour les mauvaises raisons. Partons donc de la base, The Crow est un comic book adapté en film par Alex Proyas qui a complètement réarrangé un script qu'on lui avait fait lire à l'époque par amour de la BD. Et bien sûr, il faut évoquer l'éléphant au milieu de la pièce. The Crow est un film à jamais marqué par le décès de son interprète principal, Brandon Lee, tué par balle pendant le tournage d'une scène. Le scénario et le style graphique étant tout entier tournés vers la thématique du deuil, cet événement dramatique teinte le film d'une aura tragique, parfois même carrément dérangeante. Autant dire qu'on n'est pas juste sur un film devenu culte parce qu'il est bien ou parce qu'il a parlé à une communauté. C'est un film qui a un lourd passif et qui est lié à quelque chose de grave. Ça les a toutefois pas empêchés de faire des suites, dont on peut noter qu'elles sont des suites. Mais franchement, une fois de plus, beaucoup ont fait comme si elles n'existaient pas, et The Crow est resté ce diamant noir au sombre passé. Du moins jusqu'à l'annonce d'un remake, et c'est là qu'on commence à moins comprendre l'obstination, tout au long d'un development hell absolument interminable. Tout commence quand même en 2007, à l'époque où Stephen Norrington, réalisateur de Blade, ça c'est bien, et de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ça c'est pas bien, devait faire une version plus réaliste, avec Mark Wahlberg peut-être dans le rôle principal, en tout cas on lui aurait proposé. Premier revers, il est vite remplacé par Juan Carlos Fresnadillo à l'époque, surtout connu pour 28 semaines plus tard, une bonne suite, comme quoi. Et c'est là que c'est vraiment parti en steak, parce que la Weinstein Company a prétendu détenir encore les droits de distribution mondiale, puisqu'ils avaient produit le premier via Miramax. S'en est donc suivi une bataille légale avec le producteur Relativity Media, un gros contretemps que Relativity a décrit comme une procédure d'intimidation initiée par les Weinstein pour saboter leur projet. Et il faut reconnaître que ça serait pas la première fois qu'ils font le coup. Salaud! Légitime ou pas, le procès a pas dû aider le développement du projet qui a perdu son réalisateur. Finalement, le litige a été réglé et les Weinstein ont gagné un poste de producteur, et Javier Gutiérrez, metteur en scène de Before the Fall, est arrivé à la réalisation. À noter que je précise pas à chaque fois les changements de producteur et de scénariste, sinon on en aurait pour 15 ans. Comme eux finalement, oui, parce que là on est en 2014 et entre-temps Gutiérrez, on lui a proposé Rings, donc il est parti à son tour. Prochain sur la liste, Corinne Hardy, qui venait alors de faire Le Sanctuaire. Et là ça semblait plutôt bien parti avec O'Barr, donc le créateur du comics à l'écriture, et même une date de début de production, du moins jusqu'à ce que Relativity ne fasse banqueroute. Mais ça n'a pas empêché le projet de continuer à exister, voire même à donner de sérieux signes de vie, jusqu'à 2018 où Hardy a quitté le navire à son tour suite à des divergences créatives avec Samuel Hadida, producteur présent sous la bannière Davis Films. C'est donc en 2020 qu'a été annoncé le réalisateur actuel
Rupert Sanders, réalisateur du pas si nul Blanche-Neige et le Chasseur et du pas si nul Ghost in the Shell, si je vous jure. Pas vrai, mensonge! Mensonge! Entre le moment où le projet de remake ou de réadaptation, ça dépend les gens impliqués, a été annoncé et le début du vrai tournage ont été annoncés ou pressentis pour le rôle d'Eric Draven, Mark Wahlberg, Bradley Cooper, Channing Tatum, Tom Hiddleston, Alexander Skarsgård, Luke Evans, Jack Huston, Nicholas Hoult, Jack O'Connell, Jason Momoa et donc Bill Skarsgård. Avec autant de faux départs, c'est donc à se demander pourquoi ils ont persisté. C'est vrai, ok, The Crow c'est culte, à l'époque ce fut un petit succès avec 50 millions au box-office domestique pour un budget de 23 millions et probablement donc bien plus en vidéo par la suite parce que c'est la fin des années 90 et le début des années 2000. Mais la franchise est-elle si puissante qu'on dépense autant de temps et d'argent pour la réanimer? Certes, le créateur du comics a poussé pour une vraie adaptation de son travail, mais ce n'est pas lui qui a persisté à garder le truc en production. Qui plus est, si dans les années 2000, les avalanches de remakes ont parfois rapporté gros, la deuxième partie des années 2010 a prouvé que remaker tout et n'importe quoi n'était pas toujours la garantie de récolter le jackpot. Surtout si le film en question n'est pas une méga référence connue de tous. Rupert Sanders en sait quelque chose, il a fait le remake de Ghost in the Shell, qui a récolté à peine 167 millions de dollars au box-office pour un budget mouse de 110. Mon hypothèse, et alors attention ce n'est qu'une hypothèse, après découverte du résultat, c'est qu'ils ne veulent absolument pas jouer sur la nostalgie pour draguer les vieilles générations, mais plutôt en convaincre une nouvelle. Et en soi, tant mieux, vous allez me dire, et vous aurez raison. Le problème c'est qu'ils ont pris pour modèle le pire de ce qui est censé apprécier la dite nouvelle génération. Pour moi, le fait que le projet ait vraiment pu décoller en 2020 n'est pas anodin. On est à une période où le grand public est capable, chose inimaginable à l'époque, de faire dépasser le milliard à des films classés R, c'est-à-dire plus violents que le classement le plus répandu, le fameux classement PG-13. D'une part, on a les deux Deadpool, qui ont vraiment tout retourné, d'autre part, on a Joker qui est sorti en 2019, donc un an auparavant, et je pense que c'est ce dernier film qui a le plus servi de référence. Ce que j'aime avec The Crow, l'ensemble, pas le nouveau film, c'est que c'est une histoire simple, une vraie tragédie, quasiment une tragédie grecque, développée par un artiste qui a lui aussi perdu sa petite amie lorsqu'il avait à peine 18 ans, d'où la cruauté qu'il inflige à son personnage, forcé de revenir tandis qu'elle ne reviendra à elle jamais. L'opportunité de revenir parmi les vivants est en réalité une injustice profonde, qui définit particulièrement bien le concept de deuil. Une histoire simple donc qui passait par une esthétique très codifiée, afin d'en faire une fiction mystique, une représentation artistique de la notion de deuil. Dans le film de Proyas, il a très bien saisi cette nécessité de faire de cette histoire un véritable épisode mythologique, coincé dans une bulle de fiction qui le rendrait universel. C'est ainsi qu'il a dégainé ses plans débulés, son clair-obscur et une esthétique gothique, frisant parfois presque avec le surréalisme. The Crow version 94 est un long poème sur la mort et c'est pour ça que je l'adore, il est sublime. Le film de 2024 fait de cette esthétique un gimmick, car ce qui l'intéresse c'est le look de son anti-héros. Il y a selon moi une vraie envie de faire d'Eric Draven le nouveau anti-héros cool qui accompagnera toutes les citations pourries de développement personnel sur Facebook. Le nouveau The Crow, il ressemble à Post Malone, il chuchote des trucs bressons et il marche au ralenti dans des ruelles sombres. Certes, la version originale l'iconisait aussi beaucoup, mais de manière beaucoup moins publicitaire. Encore une fois, son personnage était aussi caractérisé par la ville autour de lui, toute de gargouilles et d'angles biscornus. Bien que cette version essaye de rendre sa ville jolie, vu que il pleut tout le temps, C'est le Nord. il lui donne pas une identité grâce à la mise en scène. Seul compte l'air sombre de Eric, prêt à envahir les fonds d'écran des adolescents qui n'ont pas eu Evanescence pour concentrer leur pulsion de Dark Sasuke. Et puis, Deadpool a effectivement prouvé que le gore numérique cartoon pouvait fonctionner au cinéma, d'où la grosse scène de baston du film, un genre de carnage sur fond d'opéra, oui, on n'est pas au sommet de l'originalité, où tout le monde se fait trucider dans des gerbes de sang et de pixels. Une scène un peu rigolote, mais qui déteint encore une fois dans l'esthétique de The Crow. On se croirait dans Deadpool en fait. Ajoutez à ça un casting très bankable pour la jeune génération avec Bill Skarsgård mais surtout la chanteuse pop FKA Twigs et on a un film taillé pour plaire aux réseaux sociaux. En soi pourquoi pas, mais si ça se fait au détriment des thématiques, de l'émotion et de tout le reste en fait, parce qu'une fois qu'on enlève le découpage de Hobart, la mise en scène de Proyas à cet univers, il ne reste qu'un long clip où tout est superficiel. Donc c'est parfait pour TikTok ou Instagram, mais peut-être pas pour le grand écran. Et finalement, est-ce que le film est bien ? Non, mais la comparaison avec son aîné est assez intéressante. Elle prouve qu'un film avec un tel poids symbolique et mythologique, son ingrédient le plus important, c'est la mise en scène. The Crow version 2024 est mis en scène comme une pub Chanel, et donc tout s'écroule, ne reste plus qu'une ébauche de clown triste sur laquelle misent tous les producteurs et distributeurs. Est-ce que ça va marcher ? Au moment où je tourne cette vidéo, je n'en sais absolument rien, mais je sais une chose, adapter son personnage à une nouvelle génération,
quand bien même on ne part pas de rien, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Beaucoup ont essayé et ça n'a pas toujours marché. Le Eric Draven original est devenu légendaire pour un tas de raisons. Il y a le talent du metteur en scène, il y a aussi, et c'est malheureux mais c'est vrai, le drame qui l'a accompagné, tant d'éléments que toutes ces boîtes de prod qui se cassent les dents depuis 15 ans sur ce remake ne pourront jamais reconvoquer. À moins qu'ils aient fait du mal à ce pauvre Bill sur le tournage, mais aux dernières nouvelles, il allait plutôt bien. Alors la prochaine fois, j'espère qu'ils ne se serviront pas d'un classique pareil pour faire leurs petites expériences et qu'ils essaieront de créer des icônes par eux-mêmes, parce que chaque génération a besoin des siennes, hein, et c'est tant mieux, et il y en a déjà d'ailleurs plein. Pour ce qui est de ce remake par contre, il y a des chances qu'il obéisse à la règle et qu'il soit complètement oublié, tant Brandon Lee est immortel. C'était Mathieu en direct de la planète Vieux-Con, province du C'était mieux avant. Pour plus de râleries mais aussi plus de déclarations d'amour au cinéma qu'on aime pour le coup, n'hésitez pas à vous abonner sur le site. Vous aurez en sus accès à des articles exclusifs juste pour vous sur l'actu ou pas. Salut! Stop!